Bonjour à tous à nouveau les amis et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode sur les mottes castrales, les châteaux à mottes, que l'on dit être l'ancêtre des châteaux forts. Alors on a déjà vu la topographie des lieux, le contexte d'émergence de cette nouvelle forme défensive du XIe siècle. On se situe ici plutôt dans le courant du XIIe. Les mottes ont été construites jusqu'à des siècles assez tardifs, malgré ce qu'on croyait en général. Jusqu'au XIIIe, au XIVe, on trouve même dans certains endroits des mottes qui se sont construites, et même en bois d'ailleurs, pas forcément en pierre. On trouve même des mottes qui sont restées en bois très très longtemps. D'autres ont été désertées. Vraiment les disparités régionales, que ça soit au niveau de la France même ou au niveau européen, commande en matière médiévale, très très difficile de dégager des vérités immuables, figées dans des chronologies, il faut oublier tout ça. Et donc on découvre aujourd'hui le dernier étage, le lieu vraiment du pouvoir, le cœur du pouvoir de notre motte castrale, soit la tour maîtresse et le donjon du seigneur et sa haute cour. Alors, j'hésite toujours entre donjon et tour maîtresse, parce que je pense à Jean Mesqui, qui nous explique que la notion de donjon est bien postérieure au XIIe et XIIIe siècle dans lequel nous nous trouvons, et que on en a fait ensuite la désignation de toute tour dans laquelle vivait le seigneur, mais qu'alors le donjon, à l'époque qui nous intéresse, c'était plutôt le siège du pouvoir médiéval, et non pas forcément la tour qu'occupait le seigneur. Il se trouve en l'occurrence que dans notre donjon, on a fait une salle qui est une salle décisionnelle, donc on pourrait penser que cette tour maîtresse est aussi un siège de pouvoir, quoi, et pas seulement le logement d'un seigneur. C'est pour ça qu'on tâtonne un peu en essayant de respecter son sens des définitions entre donjon et tour maîtresse. Elle a cette tour maîtresse, donc une rampe qui descend et enjambe en quelque sorte les douves. On dit que à cette période-là, les rampes étaient construites de façon à ce que d'un simple coup de pied, on puisse les détruire et que les assaillants ne puissent pas facilement les franchir. Moi, vu la taille de l'installation, j'aurais plutôt tendance à la savonner qu'à la détruire, hein, je vous avoue, de façon à ce que les assaillants la grimpent pas. Je l'ai pas fait articuler, on aurait pu imaginer que sur son premier tiers, là-haut, elle soit articulée de façon à s'élever un peu et à empêcher les assaillants de la franchir, ou même qu'elle le soit sur sa dernière partie. En tout cas, c'est une rampe qui est particulièrement gigantesque, bien au-delà, encore une fois, des châteaux à mottes authentiques qui, eux, devaient s'arrêter à peu près à entre 2 et 15 mètres, voire 20 mètres de hauteur. 20 mètres, c'est à peu près les 2 tiers de cette motte-là. Donc, on a encore une fois là une motte qui est assez grande et qui est un record en soi. Je vous présente, avant d'entrer dans ce donjon, la haute cour. Ici, j'ai fait un petit bâtiment de garnison. Vous verrez que la garnison proche du seigneur est logée au château, au 2e étage, comme cette circonstance. Mais ici, j'ai fait un petit bâtiment défensif supplémentaire pour y loger des garnisons temporaires, puisqu'à l'époque de ces siècles-là, les armées sont pas encore professionnalisées, et en général, les jours qui sont dus aux seigneurs, les jours de service, le sont par des hommes qui sont pas forcément très expérimentés, et qui se prêtent à ça une quarantaine de jours par an. Donc dans l'hypothèse d'un domaine et d'une terre assez grande et assez peuplée, elle se limite pas du tout à ce château, bien sûr, on imagine qu'autour des habitants y vivent, ça paraît intéressant de faire un petit bâtiment qui trouve sa place quand même dans la haute cour, mais qui soit pas aussi proche du seigneur que ça, et qui en même temps puisse avoir une vocation à surveiller cette haute cour, et peut-être même à jeter un œil sur ce qui se passe dans la basse-cour, quoi. Vous voyez, une petite tour de guet, et on a ici, en surplomb de cette palissade, un beau regard pour pouvoir, pour quelques assaillants qui soient déjà entrés et qui aient déjà pénétré dans la forteresse, pouvoir les arrêter depuis ce point-là, quoi. Elle est loin d'être présent dans toutes les mottes castrales, bien loin de là.
Mais voilà, c'est un petit effet d'imagination de notre part de l'avoir mis là, en se disant que la tour ne permettant d'accueillir en garnison qu'une dizaine de proches du Seigneur, dont certains sans doute de sa famille, s'il fallait encore qu'une centaine d'hommes viennent l'épauler 40 jours par an, ça pourrait être intéressant qu'ils aient également, pour les jours qu'ils y passent, un petit logement sur place, et donc il est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette haute cour? On a le symbole, bien sûr, du stockage de la richesse du Seigneur. Ça, je le prends aussi sur Viollet-le-Duc et son analyse des premiers châteaux, avec ce château de Sainte-Eulalie, dans lequel il nous a fait, lui, alors de nombreux magasins agricoles, plus que ça même. Donc là, on a fait un grand entrepôt et 2 silos à grains. On a également fait des jardins qui seront certainement entretenus par les habitants de la Motte sur les jours de corvée qui leur seront assignés, et qui sont des jardins vraiment privatifs et légumiers du Seigneur, avec le petit pont qui enjambe notre canal d'irrigation de la Douve, là-bas. On a encore ici comme bâtiment les écuries du Seigneur et de ses hommes, poignée de chevaliers qui l'entourent et qui trouvent leur bonne place dans le donjon du haut, avec une zone pour faire paître ses chevaux, quelques guérites de surveillance. On est un peu à l'arrière du terrain ici, donc on suppose que le flux entrant viendra plutôt du fond là-bas. Donc voilà, et on a ici quelque chose que j'ai pas fait mais que je vais mentionner quand même, puisque c'était pas rare à l'époque. On fera sans doute plus tard dans le temps ici une opoterne, soit une petite porte dérobée qui va permettre de sortir de la forteresse pour contourner les ennemis ou pour envoyer un messager. On avait déjà vu ça dans la vidéo sur Guédelon, parce que Guédelon a sa poterne, le château de Guédelon, et c'est intéressant de mentionner que déjà dans ces châteaux à bois, on la retrouve, quoi. Donc voilà pour notre haute cour, et allons maintenant à l'assaut du donjon. Alors, la rampe d'accès dont j'ai déjà parlé, cette fois-ci très très haute et très imposante, vous voyez, très très accentuée, on n'y monte pas à cheval là-haut, d'où les écuries en bas. Alors, la tour maîtresse, en général, c'est le premier logement qu'un seigneur, même de peu de moyens, peut s'offrir, la tour de bois qui est juchée en haut de la motte castrale. Je l'ai dit déjà dans le premier épisode, les mottes castrales ont des formes variées, quelquefois sur la butte, on va trouver qu'une tour défensive, et si elle est vraiment trop petite de diamètre, on aura les bâtiments du seigneur qui seront plutôt en bas dans la haute cour que juchés en haut. Mais dans la forme un peu symbolique de la motte castrale, c'est pas rare qu'on représente la tour de bois qui s'y trouve comme étant également le donjon. Alors là, je le redis, le diamètre au plus haut de notre motte castrale, il est quasiment de 30 mètres. Donc notre donjon, c'est un mastodonte. Pour arriver à faire une tour aussi grande sur une élévation artificielle aussi forte, on imagine que quelques années, dizaines d'années de tassement seraient sans doute nécessaires pour arriver à ce point. Mais on reprend dans la philosophie ce que c'est que cette tour maîtresse, qui est totalement dans la philosophie de ce que c'est qu'un château. C'est un logement sécurisé dans lequel le seigneur va essayer de s'entourer de ses proches militaires, mais également de tous les bâtiments qui pourraient lui être utiles pour tenir un siège et pour éviter surtout d'aller pointer son nez dehors, quoi. Si on est dans des zones avec beaucoup d'invasions, on imagine que tout cela enjoint à la prudence. Donc c'est un peu la philosophie qu'on a voulu marquer dans ce donjon. Et on y a ajouté ces idées d'extrême paranoïa, presque, je serais tenté de dire ça comme ça, qui fait que les seigneurs francs, alors là je mets entre parenthèses encore ma référence à Viollet-le-Duc, contrairement aux seigneurs normands, eux sont pas tellement conscients
de la notion de nation et de protection du territoire au-delà d'eux-mêmes, et donc font plutôt des châteaux qui sont des résidences dans lesquelles la sécurité est plutôt pensée pour pouvoir se carapater ou se planquer. Donc c'est des petits couloirs, des petites tours, des petits escaliers, des choses trappes, des points d'observation, tout même la famille, on s'en méfie. On est donc dans ce climat-là qu'on a essayé de refléter dans l'architecture. Retiré dans son donjon avec sa famille et quelques compagnons, la plupart ses parents moins riches que lui, il ne pouvait être assuré que ces hommes d'armes dont le service était temporaire, séduits par les promesses de quelques voisins, n'ouvriraient pas les portes de son château à une troupe ennemie. Cette étrange existence de la noblesse féodale justifie ce système de défiance dont ces habitations ont conservé l'empreinte. Le château français ne s'élève qu'en vue de la garde du domaine féodal. Son assiette est choisie de façon à le protéger seul. Ses dispositions intérieures sont compliquées, étroites, accusant l'habitation autant que la défense. Elles indiquent la recherche d'hommes réunis en petit nombre, dont toutes les facultés intellectuelles sont préoccupées d'une seule pensée, celle de la défense personnelle. Eugène Viollet-le-Duc, dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle. Le dit Arnoux, seigneur d'Ardres, fit faire et édifier en son château et forteresse d'Ardres une maison de bois et d'autres matières, faite par grand artifice et manière, et qui excédouait en beauté les autres maisons que pour l'or estouait au pays de Flandre. Et de cette maison en fit un lieu semblable à un autre labyrinthe, et dont l'on ne savoit trouver l'entrée ne l'issue. Chronique de Guine et d'Ardres par Lambert, curé d'Ardres. Alors on a refait une petite barbacane ici, modeste, sur le principe de celle de l'entrée d'ailleurs, avec des jours assez petits, mais qui permet, depuis ses points de vue, d'observer largement tout ce qui se passe et tout assaillant possible, et également on a fait là un assommoir. Là, Jean Mesqui me tirerait peut-être l'oreille, puisque la notion d'assommoir, lui, ne l'a fait remonter plutôt qu'au XIIIe siècle, plutôt qu'au XIIe. Moi, en toute logique, l'idée de créer un trou vertical dans une installation pour pouvoir projeter sur la tête des assaillants quelque chose que ce soit, des liquides chauds ou même des immondices, me semble quand même pouvoir avoir été créé un peu avant, quoi. On est toujours dans le principe aussi de ces innovations en architecture, en histoire. Les choses qu'on retrouve factuelles font foi sur les dates, bien sûr. On peut supposer que c'est pas parce qu'on trouve sur une vingtaine de châteaux aucun assommoir qu'il n'y en avait pas ailleurs. Par ailleurs, toutes les choses en bois, il faut bien vous dire une chose, c'est que après 600 ans d'histoire, il en reste pas grand-chose. Donc là, on navigue en plein flou quand même sur l'architecture de bois. Alors ce donjon, vous voyez, il a un our gigantesque tout en haut. Il a des regards tous sécurisés avec ces fenêtres dont on peut enlever bien sûr les montants en bois pour les fermer complètement, les montants qui les maintiennent demi-ouvertes. On voit les trous des our, qui sont les trous verticaux de projection, mais également des formes en croix qui sont à la fois la forme des archères, qui permettent à la fois les tirs à l'arc et à l'arbalète, et qui bien sûr renvoient à la religion qui est présente dans ce Moyen-Âge. On a déjà vu que notre cour comportait une église, et je vous avais dit que notre seigneur du lieu est assez catholique. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans cette installation, qui est faite, alors vraiment c'est un jeu de Lego, je l'ai faite pièce par pièce, avec des cubes de bois, sans utiliser du tout autre chose que ça. Donc vraiment presque à contre-pied des blocs existants dans Médiéval Ingénieur qui me permettaient pas de faire ce que je voulais. Voilà pour la petite histoire.
Donc on arrive dans notre donjon, et là on a fait une salle principale. Alors c'est une salle de mangeaille, de festivités. Ça peut être aussi une salle de réunion et de conseil militaire et politique, on va dire. Ça peut être une salle sociale de fête. Mais comme on a beaucoup de place dans ce donjon, j'ai trouvé intéressant qu'il contienne cette pièce-là. Et je l'ai faite à l'entrée du donjon. Alors ces portes sont sécurisées, bien sûr. Ici, on a même un dispositif de type pont-levis qui permettra de lever cet endroit-là pour pas qu'on les assaillants puissent accéder. En général, un donjon ou une tour maîtresse n'a pas d'accès au rez-de-chaussée. Ils sont tous surélevés. En général, c'est une échelle qu'on monte. Là, j'ai fait quelque chose d'un peu plus sophistiqué qu'on lève. Donc, voilà. Alors, ici, premier étage, c'est l'étage du Seigneur. C'est à peu près une division qu'on retrouve toujours. Donc là, je l'ai respectée. Elle est également mentionnée dans ces fameuses chroniques du curé d'Ardres, justement. Donc, on a ici la chambrée du Seigneur, avec son blason, son lit matrimonial, qui est un grand lit bleu, vous voyez, signe du pouvoir, cette couleur-là. Couleur bleue ou rouge, cette période-là d'ailleurs, j'hésite entre le rouge et le bleu. Ici, on a, identique dans la chronique du curé d'Ardres, une chambre qui est la chambrée des suivantes ou des aides de la Dame du Seigneur. Donc on a fait un petit lit, on peut en loger deux. La chambre est petite et elle est à côté de la chambre seigneuriale. Pour le reste, une différence que je vais marquer ici avec les assertions du curé d'Ardres, c'est que ce premier étage, notamment, on y retrouve un panetier et un échanson. Or, ce qu'on a fait ici, c'est aménager un rez-de-chaussée gigantesque dans lesquels on les a hébergés. Ils sont pas mal lotis et j'ai même fait un lit supplémentaire pour un cuisinier. Les cuisines dans le donjon du curé d'Ardres, elles sont au rez-de-chaussée et au premier étage. Au rez-de-chaussée, on a plutôt les animaux, un peu type ferme, tous les animaux qu'on va préparer, les oies, les volailles, les cochons, etc. Et au premier étage, on trouve la cuisine. Ici, on a tout mis au rez-de-chaussée, voilà. Alors voilà nos logements, nos petites couches pour le panetier, le cuisinier et les chansons. Alors le panetier, ça va être la personne en charge de la garde du pain. Il peut être également en charge de sa cuisson, ça va un peu dépendre de la taille du domaine. Le grand panetier du roi, par exemple, est aussi en charge du couvert. Là, comme on a un four banal en bas, on peut supposer que ce panetier-là ne va pas prendre en charge les cuissons. Les chansons, c'est plutôt la personne qui est en charge des boissons. Alors, il est un peu maître cave, mais c'est aussi celui qui va contrôler que les boissons ne sont pas empoisonnées. Et c'est d'ailleurs un rôle qu'on confie en général à quelqu'un en qui on a toute confiance, justement pour éviter ça. C'est les chansons et le panetier sont des personnages bibliques, les deux, et le cuisinier, bien sûr, qui a aussi ici son lit. Alors on pourrait imaginer qu'il y a un peu plus de personnel affecté au métier de bouche dans ce donjon, notamment des marmitons et autres commis peut-être qui viendraient aider pendant les banquets. Là, ce qu'on a fait surtout, c'est mettre en place les grandes fonctions que l'on trouve mentionnées dans le donjon dont nous parle le curé d'Ardres. Il nous fait pas de plan très précis, il nous donne pas non plus de liste d'employés. Je pense que au niveau surface, c'est pas une tour comme celle qu'on a fait, le donjon du curé d'Ardres, c'est plutôt une grande maison, et elle est certainement en surface au sol plus grand que le donjon qu'on vous présente ici. Donc on fera peut-être une autre vidéo où on essaiera d'être un peu plus fidèle au plan du curé d'Ardres. Là, on s'en est inspiré au niveau de ses grandes fonctionnalités, on va dire, mais on voulait faire une tour maîtresse. Alors voilà le foyer principal de notre donjon, la cuisine on va dire, et l'endroit où on le chauffe est assez haut de plafond, il a même des vantaux un peu d'aération,
On est sur de la terre battue. Il y a dans quelques donjons de bois des cheminées en pierre. Là, pour respecter un peu notre idée du 11e, 12e, j'ai préféré faire un foyer, même si c'est un très grand foyer, oui, on peut y cuire beaucoup, directement sur la terre battue, et éviter de mélanger le feu et le bois. Alors encore dans ces fonctionnalités qu'on a descendues du premier étage vers le rez-de-chaussée, il y a dans le donjon décrit par le curé d'Ardres la présence d'une pièce au premier étage justement, qui est une pièce secrète qui a une cheminée et qui fait office d'infirmerie. On s'en sert pour mettre les malades ou les personnes même qu'on vient de saigner, ou même les chambrières y allaitent les nourrissons. Et voilà, c'est intéressant de savoir que dans un donjon de cette époque-là, on trouve ce type de fonctionnalité. Donc il faut la placer dans notre donjon proche du foyer de la cuisine, puisque c'est le foyer unique qu'on y trouve. Alors on a ici toutes nos réserves, nos grands tonneaux, et toutes les réserves du château pour qu'en cas de siège on puisse tenir. Il faut imaginer que ces tonneaux ne sont pas bien sûr que du vin ou de la bière, ou même de la cervoise, mais que de nombreux d'entre eux contiennent de l'eau. Le puits est quand même tout en bas, donc en cas de siège, il faut aussi qu'on puisse avoir de quoi boire. Donc voilà, des grands rangements, on a même fait des saloirs, une pièce encore supplémentaire. C'est un premier niveau très spacieux, et nos employés du Seigneur, ils sont vraiment bien logés. Voilà pour le tour du premier étage et du rez-de-chaussée, ce que le curé d'Ardres appelle, lui, le premier étage et le deuxième étage. Ici, donc on a notre petit escalier, pareil, je l'ai fait en bois pour qu'il soit assez étroit. L'idée c'est que 2-3 hommes ne puissent y monter de front, vous voyez. Et on a, vous l'avez remarqué, ces regards-là, qui ne sont pas juste des décorations, mais qui vont permettre, en cas de fête ou de conseil, d'avoir un homme de confiance du Seigneur qui soit embusqué ici, pour pouvoir y suivre les débats et y protéger même éventuellement le Seigneur. Tout au long de ce donjon, on a tout un tas de petits regards comme ça qui permettent de déjouer les éventuelles trahisons ou même de continuer de protéger la forteresse depuis l'intérieur, quoi. Le deuxième étage est l'étage de la garnison. Donc elle est logée ici, elle a, vous voyez, ici encore un regard sur la porte d'entrée pour encore surprendre d'éventuels assaillants qui arriveraient à y parvenir. On a de l'autre côté ici la chambre de ce qui pourrait être un capitaine de la garde, on va dire ça comme ça. Il a lui-même le blason du Seigneur, donc on pourrait même presque supposer que c'est un familier, un cousin peut-être, un frère peut-être à éviter, puisque le Moyen-Âge étant un peu fratricide sur les luttes de pouvoir, héberger sur son propre toit un frère, bon, bien sûr c'est envisageable, mais peut-être que dans certains cas, si le Seigneur est un peu paranoïaque, ça peut paraître un petit peu dangereux. De l'autre côté, on a, vous voyez, donc encore ce regard-là, passage, hein. C'est encore ça, un dispositif de sécurité, hein. C'est une décoration, mais pareil, si des assaillants sont en train de monter l'escalier, on peut valablement les flécher depuis ce point-là, quoi. Ici, on a fait encore une pièce pour une garnison additionnelle. Donc, vous voyez, le seigneur en question, là, il a à sa disposition, une quinzaine d'hommes vraiment de main très très proches. Pour le reste, il doit compter sur cet exercice dont nous parlions au début de la vidéo, qui est plutôt, on va dire, des gens qui sont assignés au service une trentaine ou une quarantaine de jours par an. Faut donc pas compter de leur part sur un très grand professionnalisme, quoi. Donc voilà l'étage, le dernier étage du donjon. Ici, encore un dispositif voisin de l'assommoir, hein, encore un regard sur la montée d'escalier, vous voyez, où on peut freiner tout assaillant qui s'y trouverait. On a alors là de nombreuses ouvertures pour contrôler le paysage tout autour, mais aussi pouvoir tirer sur des assaillants.
des trous ménagés de partout pour pouvoir projeter au pied de l'installation tout un tas de choses pour freiner leur progression. Et bien sûr également des trous qui vont permettre d'éteindre tout incendie qui viendrait menacer la tour. Et là, vous avez pu noter les tonneaux sans doute tout au long de la balade dans les étages. Ici, on a encore, bien sûr, la présence de cet élément. On a même fait une chapelle. Alors, dans les chroniques du curé d'Ardres, la chapelle, elle est intégrée dans le donjon, mais elle est sur un genre de corps de garde qui vient renforcer la tour. Là, je l'ai faite à l'étage le plus proche des cieux, vous voyez, tout en haut. Petite chapelle pour le Seigneur et ses proches, en sachant qu'on a l'église tout en bas pour le reste des habitants. Et je vais vous montrer encore une dernière chose. Ici, la petite guérite qu'on trouve en général sur toutes ces tours de bois et qui est tout en haut et permet d'avoir un grand point de vue sur l'ensemble du paysage et de contrôler tout le territoire. Il y en a même un demi-étage ici qu'on peut monter. Une grande vigie qui permet d'alerter le Seigneur de toute approche d'exercice un petit peu suspicieux. Et je vais vous montrer une dernière chose, donc, qui est au 2e étage et que j'ai zappé tout à l'heure, puisque j'ai focalisé sur la garnison, c'est que c'est aussi l'étage du dortoir des enfants, dans les chroniques du curé d'Ardres. Les enfants du Seigneur, un dortoir pour les filles, un dortoir pour les garçons, se trouvent au 2e étage, qui est l'étage de la garnison. Donc voilà, alors, la chambre des garçons, et puis celle des filles. Et là, j'ai ménagé quelque chose qui dans le curé d'Ardres ne fait pas mention, qui est peut-être une personne qui va rester proche des enfants pour les surveiller, qui sera peut-être un peu chargée de leur éducation également, qui serait l'équivalent d'un précepteur peut-être, ou d'une nounou d'époque, quoi. À vous d'imaginer laquelle des deux ou lequel des deux ce lit pourrait être occupé. Peut-être même les deux d'ailleurs, dans le même lit, pourquoi pas. Alors, voilà pour ce donjon, et puis ce qu'on y trouve. Donc vous voyez, un endroit truffé de petits pièges, de couloirs étroits, qui essayent de refléter un peu la description qu'en fait Viollet-le-Duc, puisqu'il dit que même les seigneurs francs, jusqu'à dans leur château tardif, feront état de cette espèce de volonté de se protéger eux-mêmes plus que de protéger un territoire, quoi. Voilà pour cette 3e épisode, donc, et ce donjon que vous avez tardé à découvrir. Un peu difficile de manipuler les caméras dans ces endroits un peu étroits, je m'en excuse. Medieval Ingénieur est encore un jeu qui est en pré-alpha. Beaucoup d'optimisation reste à faire sur son moteur graphique, je dois dire, puisque j'ai un matériel complètement récent et tout à fait nouveau qui me permet difficilement de monter au-dessus d'un certain nombre d'images secondes, à ma grande déception. Mais le cœur est là. On voulait vraiment approcher la mode castrale d'un point de vue plus détaillé que ce qu'on trouve en général, et avoir une vision de cet ancêtre de Châteaufort qui mérite quand même le détour, un peu plus qu'une vidéo d'1 minute de temps en temps, ou qu'une photo prise au Puy du Fou ou à Saint-Sylvain d'Anjou. J'espère que vous avez apprécié ces épisodes, et puis que vous avez pu y glaner quelques informations sur ce Moyen-Âge. Et je vous donne rendez-vous à bientôt, et je vous remercie encore de votre présence. N'hésitez pas à commenter ou à faire des likes ou à partager. Ces vidéos sont là pour ça, pour ouvrir le débat. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, et puis longue vie à tous. Salut et merci encore.